Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la politique, de la société et des échanges, et de l'État. Qu'est-ce que la politique? Introduction. Nous avons déjà vu l'homme dans le monde à l'occasion de notre leçon sur la raison et le réel. Nous avons vu le sujet qui est doué d'une conscience. Nous avons vu la morale qui nous a parlé de conscience morale. Et bien maintenant, avec la politique, nous allons parler de l'homme en société. Donc l'homme et le monde, l'homme en tant que je, l'homme en tant que je et tu, et maintenant l'homme comme nous. Comme le dit notre président de la République à propos de la crise du coronavirus, la politique, ce n'est plus dire je, c'est en disant nous, plutôt qu'en pensant je, que nous réussirons à créer une société juste. Écoutons-le. Exceptionnel entre les membres du G7, puisque c'est lui qui a la présidence. Ça n'est pas la division qui permettra de répondre à ce qui est aujourd'hui une crise mondiale, mais bien notre capacité à voir juste et tôt, ensemble, et à agir ensemble. Mes chers compatriotes, toutes ces mesures sont nécessaires pour notre sécurité à tous. Et je vous demande de faire bloc autour d'elles. On ne vient pas, en effet, à bout d'une crise d'une telle ampleur sans faire bloc. On ne vient pas à bout d'une crise d'une telle ampleur sans une grande discipline individuelle et collective, sans une unité. J'entends aujourd'hui dans notre pays des voix qui vont en tous sens. Certains nous disent « vous n'allez pas assez loin et voudraient tout fermer » et s'inquiètent de tout de manière parfois disproportionnée. Et d'autres considèrent que ce risque n'est pas pour eux. J'ai essayé de vous donner ce soir ce qui doit être la ligne de notre nation tout entière. Nous devons aujourd'hui éviter deux écueils, mes chers compatriotes. D'une part, le repli nationaliste. Ce virus, il n'a pas de passeport. Il nous faut unir nos forces, coordonner nos réponses, coopérer. La France est à pied d'œuvre, la coordination européenne est essentielle et j'y veillerai. Nous aurons sans doute des mesures à prendre, mais il faut les prendre pour réduire les échanges entre les zones qui sont touchées et celles qui ne le sont pas. Ce ne sont pas forcément les frontières nationales. Il ne faut céder là à aucune facilité, aucune panique. Nous aurons sans doute des mesures de contrôle, des fermetures de frontières à prendre. Mais il faudra les prendre quand elles seront pertinentes et il faudra les prendre en européen à l'échelle européenne, car c'est à cette échelle-là que nous avons construit nos libertés et nos protections. L'autre écueil, ce serait le repli individualiste. Jamais de telles épreuves ne se surmontent en solitaire. C'est au contraire en solidaire, en disant « nous » plutôt qu'en pensant « je », que nous relèverons cet immense défi. C'est pourquoi je veux vous dire ce soir que je compte sur vous, pour les jours, les semaines, les mois à venir. Je compte sur vous parce que le gouvernement ne peut pas tout seul et parce que nous sommes une nation. Chacun a son rôle à jouer. Je compte sur vous pour respecter les consignes qui sont et seront données par les autorités et en particulier ces fameux gestes barrières contre le virus. On le voit, la politique, c'est une affaire de vivre ensemble, d'unité. Il faut savoir dire « nous » plutôt que « je », comme le dit le président de la République. Voyons de plus près la définition de la politique. Police, il s'agit d'une pluralité d'hommes vivant sous la même loi. C'est ce que nous explique
Platon. Pourquoi vivre ensemble? Selon moi, ce qui donne naissance à une cité, c'est l'impuissance de chaque individu de se suffire à lui-même, et le besoin qu'il éprouve de 1000 choses, ou bien à quelle autre cause origine, à nulle autre. Ainsi, le besoin d'une chose ayant engagé un homme à se joindre à un homme, et le besoin d'une autre chose à un autre homme, la multiplicité des besoins a réuni dans une même habitation plusieurs hommes, et nous avons donné à cette association le nom de cité, n'est-ce pas? Oui. Ces fondements seront nécessairement nos besoins. Or, le premier et le plus grand de tous, n'est-ce pas la nourriture, d'où dépend la conservation de notre être et de notre vie? Oui. Le second besoin est celui du logement, le troisième celui du vêtement et de tout ce qui s'y rapporte. Il est vrai. Nous voyons ici que si nous devons vivre ensemble, c'est bien pour notre sécurité. Selon moi, ce qui donne naissance à une cité, c'est l'impuissance de chaque individu à se suffire à lui-même et le besoin qu'il éprouve de 1000 choses, ou bien à quelle autre origine. Donc, si nous voulons vivre ensemble, c'est parce que seuls nous ne sommes rien, ensemble nous sommes tout. La cité est faite pour la conservation de ses membres et leur donne les moyens de sa satisfaction de leurs besoins vitaux. Elle est faite pour un bien commun. C'est là que commence à se poser le problème, parce que qui dit bien commun dit une alliance entre mon bien particulier et le bien de tous. Si cette alliance n'est pas réussie, alors la société ne pourra pas vivre. Soit donc le bien individuel pèse plus lourd que le bien commun, et ça ne fonctionne pas. Soit le bien commun pèse plus lourd que le bien individuel, et ça ne fonctionne pas. La société ne fonctionnera, et la politique n'arrivera à ses buts, que si on arrive à un équilibre entre les intérêts individuels et l'intérêt général. Donc, à propos de cette première partie sur la politique, nous avons vu que la politique s'inquiète de réussir une vie en société qui dépasse un simple rapport du je au tu, un rapport intersubjectif. Il s'agit de réussir à vivre ensemble pour former un nous, une communauté. Mais la difficulté permanente que rencontre cette vie en communauté est de réussir un équilibre entre mes intérêts particuliers et l'intérêt des autres, l'intérêt général. Pourquoi est-ce difficile? Parce que nos réflexions sur le sujet et sur la morale ont montré que je suis moi-même si et seulement si je suis libre. Mais maintenant, le souci du bien commun m'oblige à renoncer à une partie de ma liberté. Je ne peux plus faire tout ce que je veux. Il faut donc que je trouve des raisons d'obéir à la loi du droit positif. Platon nous dit que la première de ces raisons est de pouvoir subvenir à mes besoins. Maintenant, nous allons pouvoir voir plus en détail, avec ce chapitre sur la justice et le droit, pourquoi obéir à la loi de tous plutôt qu'à la mienne. Il semblerait donc qu'il y ait une contradiction entre la liberté, ma liberté, et la loi. La liberté, c'est l'état de celui qui n'est pas soumis à une ou des contraintes qui ne dépendent pas de lui. Il exerce alors sa volonté. Tandis que la loi, c'est une obligation établie par l'autorité souveraine de l'État, applicable à tous et définissant les droits et les devoirs de chacun. Autant dire que théoriquement, ma liberté, si je suis libre, je n'obéis qu'à moi-même, et si j'obéis à la loi, j'obéis à quelque chose qui me vient de l'extérieur. Le pari, c'est d'arriver à un équilibre entre la liberté et la loi. Thomas Hobbes, dans le Léviathan, nous dit les conséquences d'un état de guerre
C'est pourquoi les conséquences d'un temps de guerre où chacun est l'ennemi de chacun se retrouvent aussi en un temps où les hommes vivent sans autre sécurité que celle dont les munissent leur propre force et leur propre ingéniosité. Dans un tel état, il n'y a pas de place pour une activité industrieuse parce que le fruit n'en est pas assuré. Et conséquemment, il ne s'y trouve ni agriculture, ni navigation, ni usage des richesses qui peuvent être importées par mer, pas de construction commode, pas d'appareil capable de mouvoir et d'enlever les choses qui, pour ce faire, exigent beaucoup de force, pas de connaissance de la face de la terre, pas de computation du temps, pas d'art, pas de lettres, pas de société, et ce qui est le pire de tout, la crainte et le risque continuel d'une mort violente. La vie de l'homme est alors solitaire, besogneuse, pénible, quasi animale et brève. Ce que nous dit Hobbes, c'est que la première raison pour laquelle je dois obéir à la loi, c'est de, encore une fois, ma sécurité. Pire que ça, sans la loi, je retournerai à l'état animal. Regardons le texte d'un peu plus près et cherchons à l'expliquer. Si je retiens l'essentiel, il nous parle des conséquences d'un temps de guerre, qui se retrouvent, les hommes vivent sans autre sécurité que leur propre force ou leur propre ingéniosité, pas de place pour une activité industrieuse, ni agriculture, ni navigation, ni usage des richesses, pas de construction commode, pas d'appareil capable de mouvoir et d'enlever les choses, pas de connaissance de la face de la terre, pas de computation du temps, pas d'art, pas de lettres, pas de société, la crainte et le risque continuel d'une mort violente. L'homme est alors solitaire, besogneux. Sa vie est besogneuse, pénible, quasi animale et brève. Si on veut maintenant l'expliquer plus dans le détail et comprendre exactement ce qu'il veut nous dire quand il nous raconte, nous explique les conséquences d'une vie sans société, ce serait l'individualisme, ce serait l'absence de nourriture pour chacun, ce serait aucun abri, ce serait ni culture ni connaissance scientifique, et enfin, pas de sécurité. Et encore une fois, l'homme serait comme un animal s'il vit sans société. Ce que nous explique Hobbes, en fait, c'est que prétendre vivre totalement libre serait en revenir à un état quasiment sauvage. Nous voyons que nous acceptons d'obéir à la loi parce que sans elle, pas de vie en société, donc pas de besoin satisfait, pas de culture, pas de connaissance, pas de sécurité. Bref, une vie d'animal ou non une vie d'homme. C'est ce que nous dit aussi Kant dans la métaphysique des mœurs. Dans l'état de nature, la liberté est une liberté sauvage. Seule une liberté partagée permet de garantir équité, justice, propriété à chacun. Bref, la liberté toute seule, ça ne marchera pas. Il faut obéir à la loi, mais à quelle loi va-t-on obéir? Une loi morale que l'on se donne soi-même et qui dépend de ma bonne volonté, ou une loi positive qui m'est donnée de l'extérieur et qui ne dépend pas de moi? Que se passe-t-il si je compte sur la bonne volonté de chacun? Un exemple. Ici, c'est la place de l'Étoile. Voilà un exemple de société où chacun est libre et où il n'y a pas ou très peu de règles. Le bus finit par réussir à passer, mais c'est difficile. Je peux par contre décider d'établir des règles. Alors ça fonctionne beaucoup mieux. La voiture qui arrive ici à gauche, de la voiture jaune passe, la voiture jaune passe à son tour, et la voiture blanche passe à son tour. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi, il y a des règles. Le carrefour à sens giratoire, vous devez céder le passage au véhicule venant de la gauche, déjà inséré dans le carrefour. Donc revoyons la question de la loi. La loi à laquelle on va obéir, c'est celle du droit positif qui désigne toute règle générale et impersonnelle résultant d'une volonté collective et dotée de la force contraignante. C'est un principe effectivement imposé de l'extérieur. Il faut l'opposer
à la loi morale du droit naturel, qui est, selon Kant, un principe d'action universelle auquel on doit obéir pour réaliser sa liberté. C'est un principe interne auquel j'obéis volontairement. Ces deux lois ne sont pas nécessairement contradictoires, mais en politique, celle qui compte le plus, on peut dire, c'est la loi du droit positif. Qu'est-ce que le droit positif? C'est ce qui résulte des lois écrites ayant force de loi, tandis que le droit naturel, c'est le résultat des rapports entre individus indépendamment de toute législation écrite. Par exemple, la fidélité. On ne peut pas traîner devant les tribunaux un infidèle ou une infidèle. C'est une affaire de rapport entre individus. Par contre, évidemment, on traînera devant les tribunaux un assassin. On a donc conséquemment deux types de lois, deux types de droits et deux types de justice. Dans un premier sens, la justice désigne ce qu'un homme s'estime légitimement en droit de faire de par sa raison ou sa conscience individuelle, droit naturel, là encore, pas de tribunaux. Dans un second sens, la justice désigne ce qu'un homme est légalement autorisé à faire ou à ne pas faire, ce qui est autorisé ou interdit par la loi de tel ou tel pays. C'est le droit positif. Évidemment, on voit bien que, dans un sens, on a les deux types de lois. La première sera plutôt du côté de la légitimité, tandis que la seconde sera de toute façon toujours du côté du légal, quelle que soit sa légitimité. En effet, il faut bien distinguer ce qui est légal et de ce qui est légitime. Une loi, en général, c'est une règle impérative, mais légal, ce qui est conforme au droit positif, c'est-à-dire au droit établi dans un État. Le droit positif n'a rien d'universel et la légalité varie d'un État à l'autre. Légitime, ce qui est conforme au droit idéal, ce qui doit être pour que la justice soit respectée. Par exemple, dans un État despotique, la torture peut être légale, c'est-à-dire autorisée par la loi. Cela ne la rend pas légitime, c'est-à-dire juste, d'un point de vue moral. Mais retenons que pour la politique, ce ne sont pas les intentions qui comptent, mais les résultats, le pouvoir, pas la bonne volonté. Par exemple, une infraction ira du côté du politique, une intention sera une question de morale, le permis sera une question de politique, le remords une question de morale, la conscience morale évidemment du côté de la morale et le péché de même. Voilà quelques exemples de la différence entre ce qui tient de la morale et ce qui tient de la politique. Par rapport à ça, on voit la question continue à se poser de savoir à quoi j'obéis et à quelle loi j'obéis. Est-ce que j'obéis à tous les coups ou est-ce que je dois obéir à tous les coups à des lois qui sont quelquefois illégitimes? Socrate nous répond dans la prosopopée des lois. Et les lois, que diront-elles, Socrate? Est-ce que de cela que nous sommes convenus ensemble de te soumettre au jugement rendu par la République? Et ça nous paraît si on surpris de ce langage, elle nous dirait peut-être: ne t'étonne pas, Socrate, mais réponds-nous, puisque tu as coutume de procéder par question et par réponse. Dis, quel sujet de plainte as-tu donc contre nous et la République pour entreprendre de nous détruire? N'est-ce pas à nous d'abord que tu dois la vie? N'est-ce pas sous nos auspices que ton père prit pour compagne celle qui t'a donné le jour? Parle. Sont-ce les lois relatives au mariage qui te paraissent mauvaises? Non pas, dirais-je. Ou celles qui président à l'éducation et suivant lesquelles tu as été élevé toi-même, ont-elles mal fait de prescrire à ton père de t'instruire dans les exercices de l'esprit et dans ceux du corps? Elles ont très bien fait. Eh bien, si tu nous dois la naissance et l'éducation, peux-tu nier que tu sois notre enfant et notre serviteur, toi et ceux dont tu descends? Et s'il en est ainsi, crois-tu avoir des droits égaux aux nôtres et qu'il te soit permis de nous rendre tout ce que nous pourrions te faire souffrir? Qu'il faut respecter la patrie dans sa colère, avoir pour elle plus de soumission et d'égard que pour un père, la ramener par la persuasion ou obéir à ses ordres, souffrir sans murmurer tout ce qu'elle commande de souffrir, fût-ce d'être battu ou chargé de chaînes, que si elle nous envoie à la guerre pour y être blessé ou tué, il faut y aller, que le devoir est là, qu'il n'est permis ni de reculer, ni de lâcher pied, ni de quitter son poste, que sur le champ de bataille, devant le tribunal et partout, il faut faire ce que veut la République, ou employer auprès d'elle les moyens de la persuasion que la loi accorde, qu'enfin, si c'est une impiété de faire violence à un père et à une mère, c'en est bien une plus grande de faire violence à la patrie. Que répondrons-nous à cela, crie-t-on? Reconnaîtrons-nous la valeur des lois?
on voit bien que, selon Platon, alors même que Socrate se trouve condamné à mort de manière illégitime, il considère que le bien commun doit l'emporter et il est prêt à obéir aux lois parce qu'il leur doit tout, lui et les autres membres de la République. Pour résumer ce texte, que diraient les lois? Elles diraient: tu nous dois la vie, tu nous dois ton éducation, tu n'as pas de droits égaux aux nôtres, tu dois nous obéir, tu dois défendre ta patrie. Conclusion: il faut faire ce que veut la République ou employer auprès d'elle les moyens de persuasion que la loi accorde. En effet, dans la prosopopée des lois, Socrate accepte d'obéir aux lois de la République, même si elles ne sont pas légitimes, parce qu'il place le bien commun au-dessus du bien particulier. Pour comprendre les lois du droit objectif, il faut donc comprendre quelle est leur utilité pour le bon fonctionnement de la société. Par exemple, ce qui est le plus important dans le plan Marshall, c'est son efficacité, pas ses intentions. Voyons cet exemple de plus près. La conférence s'achève dans l'impasse et le sort de l'Allemagne est reporté. I'm very glad to be going home, and I'm sorry that we have not made more progress at this conference. En quittant Moscou, le secrétaire d'État américain se montre préoccupé. L'Allemagne n'est pas le seul pays à être ruiné. C'est l'Europe entière qui est à genoux, 2 ans après la fin des combats. De l'Atlantique à l'Oural, des milliers de bâtiments restent à reconstruire. Des centaines de routes et de ponts attendent d'être remises en état. La pénurie et les restrictions font des ravages. En Angleterre comme en Pologne, en France, en Grèce comme aux Pays-Bas, les peuples sont à bout de force. Tout manque. Logement, nourriture, charbon, même l'eau parfois. Marshall comprend que le relèvement de l'Europe n'est pas pour demain. Et cette réalité, plus encore que le péril rouge, va rapidement poser un problème aux États-Unis. L'Amérique est immense, mais ses capacités de production ont déjà largement dépassé les besoins du pays. L'industrie tourne à plein, les excédents se multiplient et, faute de débouchés, le spectre de la surproduction se profile. La reconstruction du vieux continent est devenue indispensable à la santé économique des États-Unis. L'urgence commande. Le plan est là. Or, c'est l'essentiel. Le reste, on s'en tamponne la rétine avec une pâte de cloporte enfarinée. On leur dit, envoyez la camelote. Ils l'envoient. Signez le papier. On signe. Envoyez l'oseille. Et ce qu'il y a de plus formidable, c'est que les Américains eux-mêmes arrivent à s'y retrouver. Ouais. C'est formidable. Bientôt, dans la plupart des foyers, le progrès Made in USA devient l'horizon des existences. Si l'eau chaude à l'évier reste encore un privilège inaccessible, on rêve déjà de plastique et de formica. Dans tous les esprits, une certitude s'impose. Demain sera mieux qu'aujourd'hui. Une ménagère écrit « Les restrictions étaient finies, les nouveautés arrivaient. On n'en revenait pas du temps gagné avec les potages en boîte. Il faut être de son temps, disait-on à l'envi. » Mais cet optimisme ne va pas durer.